Alors les bisphénols sont des composés chimiques qui ont été donc produits, ce ne sont pas des produits naturels, qui ont été produits pour l'industrie en général et qui ont des groupements particuliers phénols, on va dire, qui leur permettent en fait d'avoir des propriétés particulières et qui peuvent être utilisées dans ce cadre-là par l'industrie, différents types d'industries. Alors, comme ce sont des plastifiants, on va les retrouver dans plein d'éléments. Ils sont utilisés par exemple dans l'industrie agroalimentaire, donc on va les trouver dans tous les films, certains films alimentaires, dans certains contenants même cosmétiques ou contenants alimentaires. On va les retrouver dans les revêtements des canettes ou des boîtes de conserve, ce qui fait qu'on va les retrouver dans pas mal de choses, mais on peut les retrouver également dans du matériel médical, on peut les retrouver dans des peintures, des résines, ce qui fait que c'est très large. Et puis, ce que tout le monde connaît bien aussi, c'est qu'on peut les retrouver par exemple dans les tickets de caisse. Donc, celui qui est bien connu, c'est le bisphénol A, mais en fait, on en a une pléthore de bisphénols différents. Et donc, on va être exposé de façon très différente, soit parce qu'on peut les absorber par l'alimentation, puisqu'ils peuvent être en contact avec des produits alimentaires, soit en fait on peut les absorber en fait, par les voies aériennes, c'est-à-dire par inhalation, dans les poussières en fait, qui peuvent être véhiculées dans notre environnement, et puis on peut également les absorber par la peau. Alors il faut savoir que la majorité et la plus grande absorption va se faire justement par voie alimentaire. Alors là, c'est une question vaste et auquel on essaie de répondre encore maintenant. Alors déjà, les fertilités inexpliquées peuvent avoir effectivement différentes causes, c'est-à-dire qu'on peut avoir une infertilité parce qu'il y a un problème rencontré chez la femme, mais ou un problème rencontré chez l'homme. Ça peut être un problème de gamètes, mais ça peut être un problème, par exemple, de tenue du fœtus dans l'utérus, quand une fois la fécondation a eu lieu. Donc, il y a plein de possibilités d'infertilité. Donc, nous, on étudie pour le moment beaucoup ce qui se passe en amont, avant la fécondation, et effectivement, ça peut avoir des répercussions sur la qualité des gamètes et aussi, a posteriori, ça peut avoir des répercussions sur le développement du fœtus, sur son implantation dans l'utérus pour qu'il puisse se développer correctement. Donc les effets en fait peuvent être très larges, mais là pour le moment on est en train, autant il y a des choses qui ont déjà été montrées pour le bisphénol A, mais sur les autres bisphénols, que ce soit à Tours mais aussi dans le monde, on n'est pas les seuls à travailler là-dessus, on est en train de mettre en évidence les choses, ou non, mais on est en train de faire ça. Alors déjà, il y a un débat sur la définition de perturbateur endocrinien, d'accord ? Parce que ça, c'est tout le monde. On essaye d'avoir une définition internationale et qui soit reconnue par tous, d'accord ? Ensuite, je pense que globalement, les résultats scientifiques sont là, c'est-à-dire qu'on voit bien ce qui se passe. Par exemple, les premiers résultats qu'on a sur le bisphénol S, que ce soit nous ou d'autres personnes dans le monde, montrent bien qu'effectivement, c'est capable de moduler les sécrétions des hormones et notamment des hormones liées à la reproduction. Donc on voit bien qu'il y a certainement un rôle de perturbateur endocrinien, comme ça avait déjà été vu pour le bisphénol A. Néanmoins, pour l'instant, cette molécule n'est pas classée comme telle, d'accord ? Tant qu'il n'y a pas suffisamment d'études qui vont dans le même sens, on ne pourra pas le classer comme tel. Mais notre objectif, soyons clairs, c'est qu'il y a tellement de molécules de bisphénol différents, si on doit tous les passer au peigne fin, on comprend bien que ça va durer des années et que malheureusement, on sera toujours exposé à ces molécules. Donc c'est sûr que à un moment donné, dès lors qu'on montre qu'il y a au moins 4 ou 5 molécules de la même famille qui ont toujours les mêmes types d'effets, je pense que classer la famille globalement en tant que perturbateur endocrinien, c'est un peu notre objectif à terme et on est beaucoup de scientifiques à partager cette vision-là.
Maintenant, il y a le monde scientifique de la santé. Et il y a le monde scientifique qui produit aussi ces plastifiants et qui, pour nous, ont quand même changé notre quotidien et nous ont facilité les choses. Et pour eux, on comprend bien que dans l'industrie, ça peut être compliqué d'avoir à tout changer. Donc l'objectif quand même à terme, c'est peut-être de travailler tous ensemble pour avoir des produits qui nous facilitent la vie au quotidien, mais qui, en même temps, ont un impact le minimum possible sur notre santé.